Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour cette 9e petite chronique de l'aquarelliste. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qu'on connaît tous, mais peut-être qu'on connaît mal. Le pinceau. Tiens, regarde, je te pose une question toute simple. Le pinceau, tu t'en sers à chaque fois que tu fais une aquarelle. Mais est-ce que tu le connais vraiment ? Quand tu fais des recherches un peu approfondies, tu trouves que les premiers pinceaux, on va en avoir des traces en Égypte et en Chine. Alors, comme d'hab, ne te méprends pas, les premiers pinceaux, c'est pas ce qu'on va trouver aujourd'hui. Ça ressemblait plutôt à ça. Ensuite, ça a évolué en une tige de bambou dans laquelle on vient insérer des poils d'animaux. Ensuite, si je te fais une évolution à la Darwin, tu vas trouver sur le pinceau cette chose-là. Aujourd'hui, c'est du synthétique, mais à l'époque, c'était un morceau de plume, de vautour, de poulet, de volatile. Aujourd'hui, cette chose-là peut être remplacée par une matière synthétique. Avec l'ère industrielle va apparaître la virole, donc cette partie métallique. En mandarin, pinceau se dit 毛笔 Tu noteras que je ne me suis pas aventurée à le prononcer moi-même. En tout cas, ça veut dire crayon à poil. Avant de passer à la suite et pour être totalement transparente, c'est mes pinceaux. Ils sont à moi. Je n'ai pas été sponsorisée par les marques pour t'en parler. Je vais te parler de l'anatomie du pinceau. Un pinceau, c'est quoi? C'est un manche, une hampe ou une virole et une touffe de poil. Et oui, parlons-en justement. Donc, dans la touffe, nous avons la racine, le ventre et la fleur. Alors, nos pinceaux ont le droit et même le devoir, en tant que pinceau d'aquarelliste, d'avoir un gros bidon. Et pourquoi donc, ma brave dame? Eh bien, pour retenir l'eau. Si aujourd'hui, la plupart des manches sont soit en bois, soit en bambou, à l'époque des premiers pinceaux chinois, le manche, en fait, était un objet précieux et presque un objet d'art. Il pouvait être en bois, en métal, en émail cloisonné. À l'époque des premiers pinceaux, le manche, en fait, était tellement beau et tellement précieux qu'il était fait pour être conservé. Et donc, en fait, on retirait simplement la touffe pour la remplacer. Avec le temps, ça s'est démocratisé et les manches ont été fabriquées en bois ou en bambou pour être plus accessibles. Évidemment, sachant ça, je suis allée farfouiller et je suis tombée sur des trésors. Je te montre ma galerie Pinterest. Des pinceaux que tu peux trouver en Chine. C'est juste du délire tellement c'est beau. Je te montre. Dernière chose concernant le manche du pinceau, il peut être soit verni, soit laqué. Parlons maintenant du poil. Alors, ceci n'est pas une chronique sur l'épilation. Ce qu'on sait, c'est qu'au départ, en fait, on se parle de quoi? On se parle de fibres végétales, vraisemblablement des herbes ou des choses de ce genre-là, et de pinceaux en poils d'animaux. Aujourd'hui, bienvenue dans notre époque moderne, on va trouver aussi des pinceaux en poils synthétiques, à savoir que chaque marque a développé sa propre fibre synthétique. La différence entre un pinceau en poil naturel et en fibre synthétique, c'est quoi? Le poil naturel, il est composé de kératine. La kératine, c'est des petites écailles. Les écailles servent à retenir le pigment et l'eau, ce que tu ne trouveras pas sur une fibre synthétique. Je ne suis pas du tout en train de dire que les fibres synthétiques sont pas bien. Parmi mes préférés, j'ai et du poil naturel et de la fibre synthétique. Je te montre tout à l'heure. Alors là, c'est parti pour l'Arche de Noé, hein. Mais quand même, dans les plus connus, on va avoir le petit gris, la martre, quand je te dis que c'est l'Arche de Noé, il y a des pinceaux en poil de chevreuil, de daim, de loup, de blaireau, enfin un peu tout et n'importe quoi. Même en plume de coq, j'ai trouvé ça.
On a parlé d'histoire, on a parlé d'anatomie, il est temps de parler des formes de pinceaux. Il y a plein de sortes de pinceaux, je vais te parler des plus classiques. Tout d'abord, on a ici le pinceau à la vie. Sa particularité, c'est d'avoir une forte capacité de rétention d'eau. Mon préféré à moi, c'est un Raphaël numéro 8 Soft Aqua, donc c'est d'une imitation petit gris, série 805. Une autre spécificité du pinceau à la vie, c'est justement cette hampe. Et à travers celle-ci, tu peux voir les petits fils de fixation et les fils de métal placés à l'extérieur pour retenir la hampe sur le manche et contenir les poils. Ensuite, on a le pinceau rond. C'est le plus polyvalent, c'est celui qu'on va souvent te recommander pour débuter. Pourquoi on dit qu'il est polyvalent? Parce qu'il va permettre de faire aussi bien des traits et de la précision que de couvrir des zones plus larges. Mon préf à moi, c'est le Winsor & Newton. C'est un Professional Watercolor en synthétique sable et round, et le numéro c'est un 8. Le pinceau plat. Alors lui, typiquement, pour la petite histoire, il est né pendant l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec la virole et avec le fait de pouvoir mettre la virole sous presse pour pouvoir aplatir les poils ici, dans la virole. Là, je te montre deux modèles différents. Alors, ils sont parfaits pour couvrir des grandes surfaces, évidemment en fonction de la taille, hein, ça peut même être ça. Comme ça, moi, je trouve que c'est aussi très chouette pour tracer des arêtes. Ça, je te montrerai un peu plus loin dans ma vidéo ce que j'entends par là. Mais en tout cas, c'est très pratique, par exemple, pour faire des montagnes, les crêtes des montagnes. Ensuite, on a ce genre de pinceau. Alors, ça s'appelle un liner, ça peut aussi s'appeler un traceur ou même un traînard. C'est des pinceaux qui permettent de tracer des traits très très fins. Une petite entorse. J'anticipe la partie d'après, mais regarde. Là, je vais le tremper dans l'eau. Et regarde à quel point il est fin à son extrémité. Celui-ci en particulier et toute cette gamme, c'est la gamme Outre-mer de chez Léonard. C'est le Graal. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai demandé dans mon magasin d'art préféré ce que je pouvais utiliser comme pinceau vraiment très très fin. C'est le premier qui m'a été recommandé. Ça m'a tellement plu que j'en ai acheté 3. Regarde ce que je disais. J'ai acheté le 2, le 4 et le 12. Je ne suis pas à l'abri d'acheter toute la gamme tellement je les aime. Je vais finir par celui-ci. Ça, c'est un pinceau bulbe. Alors, moi, je trouve ça très pratique pour faire des fleurs. Là aussi, je vais te montrer quand je le trempe dans l'eau. À son extrémité, voilà. Il est biseauté des deux côtés. Ensuite, on va rigoler 2 minutes parce que je vais te montrer du matériel de haute qualité. J'ai été obligée d'aller chercher dans les affaires du petit citron parce que je n'ai pas ce genre de forme. L'enfant, si. Alors, je ne recommande pas du tout parce que c'est du pinceau de chez Action, mais c'est juste pour te montrer d'autres formes qui existent. Et là, rigolade, c'est du pinceau à paillettes, il est doré, elle kiffe, mais honnêtement, je ne recommande pas. Salut, c'est moi. J'ai aussi envie de te dire, pour la minute culture, non technique, culture, qu'en Chine, le pinceau est un des 4 trésors du lettré. C'est écrit dans mes notes. Les trésors du lettré, c'est quoi? Ces 4 trésors sont le pinceau, le papier de riz, la pierre à encre et le bâton à encre. Toujours dans la tradition chinoise, un pinceau doit remplir 4 conditions pour être de bonne qualité. Une extrémité pointue, des poils équilibrés, des poils alignés et un bon mouvement des poils. Pour finir sur cette partie théorique, je vais te parler des grandes maisons très très vite. En France, on a la chance d'avoir les pinceaux Léonard, les pinceaux Isabey, les pinceaux Raphaël. Pour élargir, je rajouterai dans mes marques préférées les pinceaux Winsor & Newton et les pinceaux Shimoni. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je veux encore te dire que quand tu achètes un pinceau, il est amidonné. Donc évidemment, on n'utilise pas un pinceau comme ça. Il va d'abord falloir lui rendre sa souplesse en enlevant l'amidon. On enlève l'amidon comment? On prend un gobelet d'eau, un essuie-tout et ses petits doigts. Je vais commencer par tremper le pinceau quelques secondes dans l'eau. Puis je vais l'aider
à retrouver sa souplesse. Je recommence l'opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à avoir l'impression que la plus grande partie de l'amidon est retirée. Voilà, là, il est bien souple. L'étape d'après, c'est que pour enlever l'excédent, ou le restant plutôt d'amidon, je vais aller le passer sous l'eau du robinet. Voilà, je l'ai bien rincé. Maintenant, ce que je fais, et je te recommande de faire ça à chaque fois que tu as fini ton aquarelle, tu prends le pinceau, tu l'essuies pour qu'il reste le moins d'eau possible sur ton pinceau, et tu le fais sécher soit à l'horizontale, soit encore mieux, tu te munis de cet objet. Alors, j'étais hyper fière d'avoir acheté cet objet il n'y a pas longtemps, mais maintenant, et je vais te montrer pourquoi, j'ai qu'une envie, c'est de le remplacer. Bref, je termine d'abord avec ça. L'idéal, c'est de mettre ton pinceau dans ton pincelier et de le laisser sécher à la verticale pour que l'eau qui reste dans les poils ne vienne pas dans le manche ou dans la virole ou dans la hampe et ne vienne pas endommager le manche. Parce que fatalement, bois plus eau, ben, ça ne fait pas bon ménage. De faire comme ça, ça va contribuer à la durée de vie de ton pinceau. Je vais terminer cette fois-ci pour de bon la partie théorique en te disant que maintenant, en fait, et je vais te montrer, je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter un pincelier chinois. Ça, c'était pour la partie technico-historique du pinceau. Je vais ensuite te faire une démo courte, technique et une aquarelle. Comme promis, je te fais une rapide démo technique des différents types de pinceaux. Je vais te montrer avec ceux que j'ai présentés tout à l'heure, donc mes préférés, un pinceau à la vie, un pinceau rond, un pinceau plat et un traceur. Là, c'est ce qu'on peut faire comme ça, juste en entrée. En vrai, je pense que si je le charge vraiment, la surface qui peut être recouverte est énorme. Je vais te montrer au dos d'un loupé ce que ça peut donner. Je le charge copieusement en eau et en pigment. Et on va voir ce que ça peut faire. On est quand même déjà sur une très belle surface et encore, je pense, pas au bout de ce que j'aurais pu faire. Je vais montrer ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je l'ai rincé. Et alors, soit sur de l'essuie-tout, soit sur un torchon. Je lui redonne le plus possible sa forme initiale. Et surtout, hop, je viens le mettre ici. Deuxième essai avec le pinceau rond. Oui, alors, autre chose, hein. Plus on va tenir le pinceau loin, plus le geste va être ample, plus on va le tenir près et plus on va être sur un travail de précision. Le pinceau plat. Donc, je vais illustrer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime beaucoup m'en servir pour faire des montagnes. Ça, c'est une première chose. Ça permet aussi de faire ça et ça. Alors, tellement je les aime, je pense que je vais te montrer les trois. Je vais commencer par le 12, c'est le pinceau Outre-mer de chez Léonard. Je te montre le 4. Et enfin le 2. En fait, le 2, si tu veux, je me sens un petit peu comme Gollum avec l'anneau, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu mon précieux. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés, si c'est pas mon pinceau préféré. Comment j'ai fait vite pour la démo? Là, je m'impressionne. En vrai, je suis pas allée très loin dans le détail parce que tu vas pouvoir trouver plein de démos sur YouTube qui vont t'expliquer ça sur les pinceaux. Moi, ce que je voulais surtout, c'est revenir sur l'aspect historique et sur l'anatomie du pinceau.
Pour cette démo, j'ai décidé d'utiliser tout ça. Donc des pinceaux à la vie, un pinceau plat, des pinceaux ronds et un traceur. J'ai aussi décidé de peindre en rond, ce sera une grande première, mais il ne faut jamais avoir peur de la nouveauté. Je vais commencer par le ciel. Maintenant que j'ai tout humidifié, je vais utiliser mon mélange bleu indigo, violet de cobalt et terre verte. Je prends mon mélange ocre jaune et brun de magnésium. La première couche a séché. Alors, j'aimerais qu'ici, il y ait un peu plus de contraste, donc je vais passer une deuxième couche. Je vais utiliser le pinceau plat pour commencer à créer les traînées des nuages. Alors, lui m'énerve, il n'est pas assez grand pour ce que je veux faire, donc je vais prendre celui-là. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas un pinceau à aquarelle, mais il fera l'usage. J'ai préparé mon blanc de Chine, je vais m'occuper de la lune et des nuages. Alors, j'ai retiré le drawing gum et j'en suis là. Mon but maintenant, ça va être d'obtenir ça. Ok, le blanc ici avec peut-être pas de l'espace, mais en tout cas du bleu autour. Pour ça, j'ai préparé un disque de papier pour cacher parce que je vais faire des projections. Je vais utiliser ces gros pinceaux, hein, c'est tout le but de la manœuvre, de te montrer comment on utilise ça. Et donc j'ai préparé pas grand chose, du bleu indigo et du noir et du blanc. Je prends ensuite mon pinceau à la vie
et du blanc. Enfin, je prends le mélange noir et indigo. C'est la fin de cette 9e petite chronique de l'aquarelliste. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris plein de choses. J'espère aussi que ça t'a diverti. Je te retrouve très bientôt pour une 10e qui sera un peu spéciale. N'oublie pas de laisser un pouce, un cœur, d'activer la clochette et même de t'abonner si ça te plaît. Et moi je te dis à bientôt. Salut, salut!